La recherche que nous menons à l'Institut des études genre de l'Université de Genève cherche à saisir et à qualifier les modifications culturelles qui se sont produites depuis la révolution des années 60-70, pour faire court, dans le domaine des sexualités, singulièrement de la sexualité des femmes, à partir de ce qu'on appelle le HDSS, donc l'acronyme en anglais pour définir ce qu'on appelle en français le trouble du désir sexuel hypoactif. Donc le HSDD, intégré en 1980 par l'Association américaine de psychiatrie dans le Manuel diagnostique et statistique des désordres mentaux, le DSM, instrument de travail nosologique et diagnostique de référence pour l'ensemble du corps médical et scientifique. La classification internationale des maladies créée dans les années 1990 et utilisée par l'OMS reprend cette vision et classe, je cite, l'absence ou la perte du désir sexuel dans la catégorie des symptômes comportementaux qui sont nommés, entre guillemets, du dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique. Pour notre équipe, il s'agit donc d'explorer les différentes sphères sociales et économiques qui concourent aux définitions et aux pratiques autour de ce trouble et d'y déceler les réseaux sémiotiques, économiques et marchands qui permettent de lire ce phénomène de manière cohérente. Donc, ce qu'on appelle ce réseau sémiotico-marchand ou sémiotique économique, qui définit et régule l'économie des plaisirs, doit être compris historiquement à la fois comme une continuité de ce que Foucault décrivait comme le biopouvoir, mais également comme une nouvelle manière de resignifier les rapports genrés des humains aux sexualités, au plaisir et au désir. Donc nous nous inspirons notamment des travaux de Preciado, car son dispositif théorique, tout en partant de cette idée de Foucault, du concept de biopouvoir, met l'accent sur les modifications actuelles qui se jouent au sein des pratiques et de la gouvernance des corps, des dispositifs de vérification des subjectivités, qui seraient passés aujourd'hui de la sphère scientifique uniquement à celle donc mercantile et médiatique. Le corps n'est plus conçu comme reproducteur, producteur et reproducteur uniquement, mais comme consommateur, et notamment consommateur de ce que Preciado définit comme la pharmacopornographie, et seulement donc accessoirement comme un corps producteur et reproducteur. Notamment dans son livre Test Junkie, mais dans d'autres textes aussi, elle met en lumière deux phénomènes, donc le développement de la pharmacopée autour de la sexualité, dans le but d'aider les êtres humains à atteindre l'épanouissement sexuel devenu une sorte d'injonction ou de devoir, et deuxièmement la circulation toujours plus rapide, plus importante en quantité, d'images qui stimulent la sexualité, donc des images pornographiques, pour faire court, qui peut être pornographie, soft, hard, etc. Elle appelle cela l'ère donc de la pharmacopornographie, qu'elle définit, je cite, un régime post-industriel global, médiatique, dont la pilule et Playboy sont paradigmatiques et que je nommerai donc dorénavant pharmacopornographique, prenant pour référence les processus de gouvernement de la subjectivité sexuelle dans ses modes moléculaires, donc pharmacie, et sémiotique, porno. L'ère que les féministes ont qualifiée jadis de la libération sexuelle va se muter, peut-être, c'est une proposition d'interprétation, dans une nouvelle forme de biopouvoir qui a pour principe non plus la normativité restrictive des corps et des sexualités, mais une injonction à jouir sans entrave dans un monde où la marchandisation des images et des produits pharmaceutiques est devenue un dispositif de libération / normalisation, c'est là que la question se pose, qui est très puissant. Ce mouvement, qui est décrit par Preciado, s'articule avec une définition de la santé sexuelle par l'OMS et un développement du capitalisme mondialisé qui voit dans les nouvelles technologies sur l'humain la possibilité de relancer une forme d'industrialisation nouvelle. Je cite ici un rapport de l'OCDE de 2009 qui va définir, je cite, cette bioéconomie
comme horizon productif pour 2030, où la source de productivité du futur serait liée aux manipulations du vivant. Les organismes vivants, qu'ils soient végétaux, animaux ou humains, sont vus donc comme des sources d'énergie renouvelables, c'est toujours la terminologie de l'OCDE, et de productivité pour le futur, offrant la perspective d'une croissance sans limite. Donc favorisé par le fait que l'OMS en 1946 va adopter une définition de la santé élargie qui est désormais, je cite, un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas uniquement dans une absence de maladie ou d'infirmité. Donc sur ce qui relève de la santé sexuelle, la définition également de l'OMS, que je ne vais pas vous lire en entier parce qu'elle fait une demi-page, va donc articuler la santé sexuelle, non pas comme absence de maladie, IST ou d'autres types de maladies, mais dans une acception beaucoup plus large dans laquelle des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, etc. Je fais la liste de ce que l'OMS lui-même définit dans cette grande une définition, disons, élargie de la santé sexuelle. Et donc, ça permet donc de voir les questions de sexualité, de santé sexuelle d'une manière beaucoup plus élargie que, comme je le disais, uniquement l'absence d'une maladie. Et donc, en 2000, un nouveau rapport de l'OMS va faire le point sur les moyens de la mise en œuvre de cette santé sexuelle à travers 3 instruments, l'éducation, le conseil et la thérapie. Et c'est dans cette galaxie du conseil, entre guillemets, que nous essayons de travailler pour comprendre comment l'élargissement de la notion de santé sexuelle et toute la question du conseil va donc rentrer dans ce système sémiotique et marchand actuel. Donc, dès lors, la défaillance du désir sexuel féminin est balisée par les disciplines médicales où plusieurs théories, disciplines et pratiques médicales cohabitent. Toutefois, cette complexification des théories explicatives et des remèdes a pour contrepartie, parfois et souvent, une simplification des messages commerciaux. Je vais peut-être passer la parole, j'ai peur de prendre trop de place et de ne pas te laisser assez de place, alors peut-être on reviendra dans les questions après. Merci. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est cette simplification passant des catégories scientifiques, médicales, comme HSDD, dont Lorena a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi, dans les années 90, FSAD, c'est Female Sexual Arousal Disorder, et ensuite ça change encore, c'est FSD, Female Sexual Disorder, et tout ça vient avec l'intervention de différents groupes, tels que par exemple les urologues. Et les urologues apparaissent sur la scène avec la Viagra pour la dysfonction masculine. Donc il y a toutes ces transformations qui sont assez complexes, mais quand on passe dans le counseling des médias, et là on observe aussi que les experts, médecins, sexologues, psychologues, adorent apparaître dans les médias, soit avec des livres grand public, soit sur des plateaux télévisés, soit carrément avec des rubriques, des journaux largement diffusés, y compris dans les tabloïds qu'on peut trouver dans les supermarchés. Ça change complètement donc cette catégorisation. On ne retrouve plus HSDD, FSAD, etc. Mais il faut en parler, apprendre à se connaître, 5 rituels amoureux pour booster votre désir, ce genre de syntaxe. Nous sommes allés vers la plateforme YouTube et plus particulièrement sur la chaîne Doctissimo YouTube où il y a francophone en fait, et il y a 213 000 abonnés et là il y a une rubrique qui s'appelle Minute Sexy. On a essayé de voir quelles sont les catégories qui apparaissent, les thématiques. On a 3
thématiques. Ce sont les bonnes paroles, les bons objets, les bonnes substances. Je vais simplement vous exemplifier dans la catégorie, parce que je n'ai pas le temps pour aller dans chacune de ces 3 catégories, mais je vais aller sur les objets, sur les substances, vous raconter ce que ces vidéos transmettent. Donc, dans la catégorie les bons objets, on a une jeune femme qui se dit ambassadrice de Soft Paris, ligne de vente de sextoys et autres accessoires érotiques, qui propose la vente à domicile de produits coquins, propose aussi des réunions sextoys à domicile sur le mode Tupperware, et on peut devenir soi-même ambassadrice du bonheur. Et Déborah, qui est une de ces ambassadrices, va apparaître après que le générique nous fait défiler. Ça, c'est pour toutes les minutes sexy qu'on peut voir. Le générique fait défiler des objets domestiques tels des produits d'hygiène, des toilettes, des soins qui sont mélangés, comme une casserole, papier toilette, brosse pour cheveux, flacon de vernis à ongles, etc. Ils vont s'interchanger les places avec une animation. Et après ça, donc, Déborah, qui est invitée comme ambassadrice du bonheur par Anne, c'est son hôte, présente des objets. Là, je vous raconte la vidéo qui s'intitule « Pimenter sa vie de couple », où Déborah présente 3 objets dans une gamme plus large qu'elle étale sur la table. Il s'agit d'un vibromasseur avec télécommande. Il va pouvoir te faire vibrer à distance, super fun, ludique. Au supermarché, par exemple, j'ai déjà testé ça. Ensuite, il s'agit de l'anneau vibrateur avec stimulation clitoridienne et testiculaire. Déborah dit qu'il s'agit d'enfiler sur la verge du chéri. Enfin, Déborah présente un 3e objet, c'est l'égérie, vibromasseur anal et vaginal, qui est l'ami du chéri, pas son concurrent. Ça, c'était donc pour la catégorie les bons objets. Dans la catégorie les bonnes substances, où si on regarde la catégorisation médicale, la plus simple, c'est le mode d'action, en fait, où on a des stimulants locaux d'une part et puis des hormones neurotransmetteurs d'autre part, qui sont assez complexes. Et aujourd'hui, autour de tout ça, il y a beaucoup de débats parmi les scientifiques, malgré la sortie sur le marché de cette dernière solution qui est la flibanserine, qui a un effet antidépresseur, enfin. Tout ça pour dire qu'à nouveau, dans notre catégorie médiatique, les bonnes substances, et dans cette même catégorie des minutes sexy, les produits sont classés surtout par le prix, la facilité, la simplicité d'usage. Et je vous donne l'exemple d'une minute sexy, toujours Déborah, invitée par Anne, Initiation à la sodomie, où en fait Anne confie, comme entre copines à Déborah, la demande de sodomie de la part de son copain qu'elle aurait déclinée car elles ne se sont pas hyper prêtes. Déborah dit: je comprends, mais tu sais, il y a plein de produits qui ont été créés pour s'initier plus simplement à la pénétration anale. Il y en a un en particulier qui est vraiment exceptionnel. C'est Sereine, un spray décontractant anal 100% naturel, c'est du clou de girofle. Et il faut savoir que le clou de girofle est utilisé pour les vertus apaisantes et anesthésiantes. Là, on met du côté la notion de douleur et on dit: et oui, parce qu'en général, on a peur de la douleur. Et Déborah répond: et surtout parce que nous avons envie de faire plaisir à nos chéris, car on sait que la pénétration anale est le grand fantasme chez les hommes. Donc voilà, je passe sur la manière dont ces objets sont présentés, tenus, les couleurs, les lignes, etc. C'est complètement genré pour venir à une de nos conclusions qui inscrit ce discours dans ce que... oui, 2 minutes, j'y arrive. Inscrit ces objets, ces produits, bien entendu, le discours et les pratiques qui leur sont associés,
dans ce que Angela McRobbie, qui est une chercheuse en Cultural Studies, appelle le complexe mode et beauté. Et là, en fait, elle parle du fait que la représentation hégémonique de la féminité se retrouve chez ce qu'elle appelle le global girl, jouissive, hétérosexuelle, professionnellement active, consommatrice, jeune et jolie. Le prototype de ce global girl serait le personnage de Sex and the City que vous connaissez certainement. Et ainsi, la dimension planétaire de la communication et de la diffusion de ce discours de type counseling qui est popularisé de cette façon-là apparaît comme inextricable à l'économie capitaliste et ayant plusieurs conséquences en matière de genre et santé selon nous. D'abord, un consensus dépolitisant, occultant la dimension culturelle des rapports sociaux, la domination et les inégalités structurelles, la récupération de l'émancipation féministe dans un rapport à l'économie marchande où il s'agit de s'affirmer comme femme de pouvoir, girl power, une affirmation individuelle et par la consommation, qui convergent parfaitement avec l'éthos néolibéral, ce qui refondent la domination masculine. Ça refonde également une domination de classe, ne serait-ce qu'en pensant au fait qu'il faut avoir une carte de crédit pour s'acheter ces produits, mais aussi parfois ça nécessite des applications spéciales, on peut se faire enfin une manipulation plutôt complexe, même si accessible au fond, pour avoir les abonnements, les alertes, etc. Donc les Global Girls sont des membres d'une classe sociale privilégiée et je cite McRobbie, se substituant aux idéaux d'émancipation, les différentes manifestations de soi que performent les Top Girls sont un palliatif à l'abandon forcé d'un imaginaire politique féministe à renouveler. Merci de votre attention.